pense qu'on va ouvrir un chapitre un tout petit peu après sur le transhumanisme et justement sur ce que. Alors, bon, Mark Roux n'est pas Raymond Kurzweil. J'imagine, c'est très différent. Hein, c'est très différent. Kurzweil parle de godlike, donc il parle effectivement d'homme-dieu. Bon. Revenons juste un tout petit peu sur ce que tu disais dans notre rapport de dépendance à la techno. Il y a aussi quelque chose qui est en train de monter, que les grands groupes appellent ou que la presse appelle la digital detox. On a cette espèce de multiplication des séminaires ou de méditation, où pendant le temps d'un week-end, on a posé le portable et où on psalmodie des trucs qu'on comprend même pas. Mais finalement, je veux pas ridiculiser du tout ça. Je veux vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est massif dans. Non, vraiment pas. C'est vraiment quelque chose qui est massif. Il y a même aujourd'hui des petits guides pour apprendre à méditer à ses enfants. Calme message comme une grenouille, je crois, s'appelle le bouquin, qui est un best-seller. Calme et attentif comme une grenouille. Où justement il y a un retour de l'attention, alors avec derrière aussi des philosophes ou des sociologues qui appuient tout ça, alors qui ne sont pas des gourous eux-mêmes, mais Matthew Crawford aux États-Unis ou en Allemagne, on a Hartmut Rosa qui développe le concept de résonance. Est-ce qu'on n'est pas là aussi dans une sorte de retour de bâton qui nous ferait descendre sur Terre et nous connecter un peu comme dans Avatar à une sorte de nature mythique? Mais là-dessus, moi je regarde ça avec beaucoup d'empathie, parce que, encore une fois, on est la génération noyée, on n'a pas eu le temps de se construire par rapport à ça, et que arrivent les premiers linéaments d'un art de vivre technologique, vraiment, quoi, tu vois. Et cet art de vivre technologique, il va passer, effectivement, un des aspects, ce sera la déconnexion, la capacité à se déconnecter à tel ou tel moment, sur des durées segmenté dans la journée ou sur durée longue, sur plusieurs semaines, etc. Et ça fait partie, effectivement, d'une espèce de salvation thérapeutique absolue, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on a passé un stade où on ne s'est plus rendu compte. C'est-à-dire que faut bien se dire que aussi le capitalisme actuel, c'est un capitalisme donc cognitif, comme on le dit. C'est-à-dire qu'il fait sa fortune sur la captation de l'attention. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est quand même quelque chose d'absolument central. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le réseau, le cœur de l'activité de tous les sites qui vous hook comme ça, qui vous accrochent et qui vous sollicitent, c'est de capter votre attention. C'est comment capter l'attention d'utilisateurs, d'internautes, alors même qu'il y a des milliards de sollicitations. Comment réussir à la capter, à la retenir, ne serait-ce que quelques secondes, pour réussir à créer un acte d'achat ou actionner un like ou faire utiliser un service, etc. Et ça, cette captation frénétique, complètement atroce, complètement furieuse de l'attention, ça crée des maladies psychologiques et moi je trouve des maladies comportementales super graves. Donc par rapport à ça, oui, il faut se construire un art de vivre, des protections, etc. Et donc que ça existe, ces stages de déconnexion, moi ça me paraît pas du tout bidon, tu vois, ni inutile. Simplement aujourd'hui, c'est fait de façon un peu grossière, un peu parce qu'on cherche, quoi, tu vois, on est tous là à chercher, à galérer. Les gens sentent bien et comprennent bien que ça va pas, et qui sont en burn-out, et qui sont que t'es là, t'es en sursollicité, donc à un moment donné, il faut capable de décrocher. Donc moi ça me paraît très positif. Je voulais d'ailleurs à ce propos citer. Mais moi je suis là-dessus. Moi je pense qu'on va arriver très vite à des sortes d'approches, et je comprends pas que c'est pas encore low-tech ou no-tech même, tu vois. C'est-à-dire des gens qui vont dire on arrête tout, ou on réduit, tu vois, l'idée à la Pierre Rabhi, j'ai envie de dire. Il manque un Pierre Rabhi de la technologie, quelqu'un qui te dit on va vers la sobriété heureuse dans l'utilisation des technologies. On utilise la techno, mais juste ce qu'il faut pour maximiser notre plaisir, notre présence au monde, notre écoute du monde, pour éviter que les réseaux sociaux finissent par être une conjuration du rapport aux autres plutôt que d'être un outil pour développer le rapport aux autres, etc. Tu vois, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux. Hein. Ça fonctionnait presque dans la schizophrénie, on en parlait, mais comme une conjuration du vrai rapport à l'altérité, du vrai rapport à des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne réfléchissent pas comme nous, et on se crée ces phénomènes de bulles, de filtres de bulles, comme ils appellent sur Facebook, où finalement tu ne communiques qu'avec les gens qui pensent comme toi, etc. Or, le vrai rapport humain, le rapport humain qui t'évaste, qui te rend plus grand, qui augmente ta surface de perception, c'est un rapport avec des gens qui pensent pas comme toi, qui sont pas comme toi, qui viennent pas du même milieu, qui n'ont pas la même culture. Et c'est ça qui va te rendre plus grand, quoi, tu vois. Et ça, les réseaux sociaux conjurent ça plutôt qu'ils n'augmentent, à mon sens. Si je me faisais l'avocat du diable, je dirais qu'au contraire, on est en capacité de rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas. Ouais, ça arrive. Non, ça arrive. Mais après, si tu veux, il y a un phénomène toujours dans l'effet
l'effet de fatigue, l'effet de confort, l'effet de facilité et de fluidité qui fait que progressivement, tu refermes ton techno-cocon et ta bulle autour de ton réseau affinitaire, autour des gens qui pensent comme toi. Tu vois, l'élection de Trump a été extraordinaire là-dessus, où les mecs, on s'est rendu compte, oui, ils sont dans des bulles de pensée affinitaires sur lesquelles tu peux faire tous les fact-checking que tu veux, tu peux expliciter 25 000 fois que Trump dit de la merde et des bullshit absolus et des mensonges colossaux, peu importe, parce que dans la bulle affinitaire dans laquelle ils sont, de toute façon, ils considèrent que Trump a raison, quoi, tu vois, et tu n'as plus accès à ça. Quoi, tu vois, et nous-mêmes, on a été surpris parce qu'on n'a aucun ami sur nos pages Facebook bien sûr, et donc qui tu sont peux pas des Trumpiens. Bah ouais, voilà, tu peux pas comprendre. Tu disais dans une interview qu'on avait faite de toi aussi, on crée davantage de puissance. Je relève cette phrase, c'est pour ça que je pianote sur mon téléphone, c'est pas du tout pour. Ils s'emmerdent en fait. Ouais, en fait, je me fais un peu chier. Bon, je connais un peu d'Amasio. Non, Ce serait pas mal. En fait, c'est parce que comme je suis quelqu'un d'un peu paresseux, j'ai pas noté la phrase sur mon cahier, j'ai pris une capture d'écran. Tu dis on crée davantage de puissance assise dans un café de Cambrousse qui a 1642 likers sur un compte Facebook ou même à 10 000 sur une pétition mondiale Havas. C'est pas tant sur Facebook que je voulais pointer la question, mais sur Havas et sur le fameux phénomène un peu des civic tech qui là encore monte d'autant plus qu'on est dans une grande période électorale, que ce soit aux États-Unis récemment ou maintenant en France, avec cette capacité à multiplier les mobilisations citoyennes. Est-ce que c'est quelque chose que tu rejettes ou est-ce que c'est quelque chose Non, je pense que c'est. Je sais que t'as beau ne pas avoir de téléphone portable, t'es non, mais globalement quelqu'un de joignable. je l'ai fait et j'en fais beaucoup. T'as signé Mais Change. si tu veux, c'est très intéressant parce que. C'est fake, c'est du vent. Non, mais c'est la question de l'engagement. Qu'est-ce que j'engage quand je clique pour liker ou même quand je sors ma carte bleue pour soutenir telle ou telle campagne? J'engage souvent 30 secondes de mon temps, quoi, tu vois. J'engage un temps d'attention, une lecture et parfois un acte de soutien financier qui de toute façon pour moi est complètement abstrait parce que c'est 20 € qui partent, tu vois, de mon compte vers quelque part. Ça n'a strictement rien à voir avec se réunir avec ne serait-ce que 5 personnes pour bâtir un projet comme on l'a fait sur Zanzibar, tu vois, qui est un collectif d'auteurs de SF. Qui est sur Internet. Qui est sur Internet, mais très peu, qui est beaucoup plus en vrai. C'est-à-dire que si le corps n'est pas engagé, moi je considère qu'il manque vraiment quelque chose. Voilà. Et je pense que quand j'engage juste un clic, j'engage très peu de choses de moi-même et du coup, ça ne crée pas une mémoire, ça ne crée pas une expérience, ça ne crée pas quelque chose qui reste en moi, quoi, tu vois. Moi je me dis toujours, est-ce que ça forme mémoire? Voilà. Est-ce que quelque chose forme mémoire? C'est pareil sur les films, c'est pareil sur les livres. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce livre? Qu'est-ce que j'ai retenu de ce film? Est-ce que ça crée au fond de moi comme une scène que je garde, comme si je l'avais vécue, tu vois? Les grands films, c'est des scènes que tu as l'impression d'avoir totalement vécues, au même titre que ce que tu convis là ou ce qu'on vit dans des moments très forts. Et sur Internet, il y a ce côté dématérialisé, immatériel, absolu. Et on fait semblant en plus de croire que c'est la même chose. Moi, tu vois, sur les réseaux sociaux, pareil. Juste un petit mot sur l'oubli du corps, mais tu vois, quand on parle c'est un des aspects, moi, qui me fait toujours hurler sur le transhumanisme, c'est américain, je parle du transhumanisme américain, c'est le corps, ils appellent ça la viande, quoi, tu vois. Il y a des très belles choses en phénoménologie, on parle de la chair c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui reçoit le monde, qui est tactile, qui peut... Et puis pour eux, il y a juste le système nerveux central et à côté, tu as de la viande, quoi. Et la viande, un amas de molécules, en fait. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, c'est une matière morte, quoi, tu vois. Et ça veut simplement dire que leur corps est mort, quoi, tu vois. C'est qu'eux, ils comprennent pas qu'il y a effectivement un corps qui a un rapport au monde et que ce rapport au monde, c'est pas même lui, généralement, qui te rend intelligent, plus que ton système nerveux central. Enfin, moi, je suis convaincu que c'est entre le lien entre le corps et l'esprit, quoi. C'est-à-dire que c'est cette espèce d'interaction entre des éléments très charnels, très corporels et le système nerveux central, c'est là que se crée l'intelligence humaine et la créativité. Dès que tu dis le corps c'est de la viande et puis vraiment ce qui va créer c'est simplement le réseau informatif qui est ton cerveau, tu fais un contresens absolu sur l'espèce humaine, quoi. Et du coup, tu rentres dans l'immatériel, c'est-à-dire tu considères que le flux d'informations qui est dans ton cerveau, finalement il peut être un analogon du flux informatique qu'il y a sur les réseaux. Et puis tu fais croire aux gens que voilà, on peut créer un cerveau artificiel, qu'on peut mémoriser artificiellement, etc. Ce qui est totalement aberrant d'un point de vue ontologique, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a une perte au niveau de la matérialité, de la corporéité des choses, et on oublie qu'on est d'abord des animaux, un corps physique, et que c'est très beau d'être des animaux, quoi, tu vois. De ce point de vue-là, Matthew Crawford, qu'on a interviewé récemment, nous disait, qui a écrit Éloge du carburateur et Contact, pour reprendre un peu justement Contact avec la réalité, assimilait ça, et je voulais avoir un peu ton sentiment là-dessus. Il assimilait cette espèce de haine du corps et cette haine de la limite avec il était très prudent quand il le disait parce que j'avais l'impression qu'il le découvrait en même temps qu'il me le disait, mais
que c'était à mettre en lien avec tout le mouvement sur le genre, le fait de changer de sexe un petit peu comme on veut. Il y a même des cliniques en Asie qui permettent de changer de sexe, ne serait-ce que momentanément. Un mois ou deux, on devient une femme ou un homme quand on est une femme à l'origine. Cette espèce de refus de la question genrée et donc de la nature. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui a un lien avec ce refus de ce qui nous est donné au point de départ et donc d'être à nouveau nous-mêmes des hommes-dieux puisque nous refusons la puissance tutélaire? Ouais, on est vraiment pour moi, dans cette économie de désir-là, ouais, clairement, avec cette idée que tout peut être absolument... qui est très californien aussi. Ouais, ouais. Et puis cette idée que tout peut être absolument culturel. C'est-à-dire que la culture, finalement, est totipotente, archi-dominante, et que la nature, finalement, c'est juste quelque chose qui peut être éliminé. Moi, c'est vrai que j'ai un côté très ancré là-dessus. J'ai envie de dire très naturaliste. C'est-à-dire que je crois à l'existence, effectivement, d'une nature qui est forte, qui est très présente, et qu'on ne s'en débarrasse pas du tout comme ça. Et donc, ça me fait assez sourire. Mais si tu veux, effectivement, il y a un champ analogique entre ce côté dématérialisation, ce côté transhumanisme, ce côté système informatique équivalent à cerveau humain, tu vois. Ce côté, finalement, le genre, bon, tu vois, c'est pas si ancré que ça et c'est qu'un phénomène culturel, tu vois. Et donc, si c'est qu'un phénomène culturel, effectivement, on peut le retourner, tu vois. On peut le changer, on peut l'altérer, on peut... Est-ce qu'on n'est pas un peu réac quand on dit ça? Ouais, bien sûr, mais ça passe... Moi, des fois, je me fais insulter par les féministes, etc., parce que ils considèrent qu'effectivement, c'est réac d'avoir un ancrage naturel, etc. Mais bon, voilà, après, encore une fois, c'est des intuitions, quoi, tu vois. Moi, c'est mon intuition profonde, ouais, je crois à la corporité. Ouais, c'est clair. Alors, avant de vous donner la parole, j'ai une petite question sur quand même un peu les... Parce que là, on a fait un constat assez black, assez dark de la question. Comment on fait, je veux dire, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que c'est une question de morale individuelle? Est-ce que c'est une question qui est beaucoup plus politique? Tu parlais d'éducation tout à l'heure. Tes personnages sont eux-mêmes quand même des gros résistants. Alors certains composent un peu avec le système, d'autres sont plus radicaux. Toi-même, dans ta morale personnelle, tu nous fais un peu penser à un Jacques Ellul qui mettait en conformité sa pensée antitechniciste avec ses actes personnels. Ne pas avoir de... Comment, voilà, il y a tout un pan comme ça de la solution. Ce serait quoi lutter contre le solutionnisme technologique à la Morozov, c'est quoi comme autre type de solution? Non, mais les solutions, elles sont là. Après, c'est toujours pareil, elles sont encore minoritaires, mais la solution numéro 1, c'est le hacking, quoi. La solution numéro 1, c'est d'employer la technologie comme une technique. D'ouvrir le capot. Ouais, d'ouvrir le capot de la machine, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que... Et encore une fois, pour moi, il y a un premier acte éthique. Voilà, éthique, allez, on va essayer d'être super simple. Art de vivre technologique, pour moi, une sorte d'éthique épicurienne de la techno. Une techno m'arrive, je me pose la question simplement, ok, elle accroît mon pouvoir, ça c'est certain, elle est construite pour ça. Est-ce qu'elle accroît ma puissance? Il y a énormément de techno qui accroissent aussi ma puissance, qui accroissent et mon pouvoir et ma puissance, qui me permettent de persévérer dans mon être, qui me permettent de développer des facultés personnelles, qui me permettent de penser, de créer, de voir des amis, de rencontrer des gens. Toi-même, tu as été à l'origine de plusieurs jeux vidéo. Bien sûr, il y a des jeux vidéo extraordinaires qui développent un imaginaire très fort, etc. Donc, pour moi, c'est la première question. Voilà. Est-ce que ça accroît mon pouvoir? D'accord. Est-ce que ça accroît ma puissance? Et si ça réduit ma puissance, si ça la restreint, ça va m'affecter de tristesse. C'est ce que dit, c'est des très beaux termes de Spinoza, quoi. Tu vois, qu'est-ce que c'est la tristesse? C'est une réduction de ta puissance, quoi. Et la joie, c'est un accroissement de ta puissance. Donc, être très conscient là-dessus, une appli arrive, une technologie arrive, le portable, le GPS, les technos pour courir, tu vois, d'avoir les objets connectés, la montre connectée. Tiens, la montre connectée arrive, prélève sur moi des informations de santé. En quoi ça accroît ma puissance? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Parce que tu payes moins cher ta mutuelle. Donc tu te poses déjà cette question. Ensuite, tu te poses une deuxième question qui est corrélée pour moi. Encore une fois, c'est est-ce que ça m'ouvre un nouveau rapport au monde ou est-ce que ça me ferme dans un technococon, tu vois? Est-ce que en déléguant, en externalisant vers la machine, en faisant faire à la machine, est-ce que je me ferme un rapport au monde? Tu vois, quand je dis rapport au monde, c'est rapport à l'environnement, à la nature, aux gens, à la ville, à l'environnement proche, etc. Tu vois? Donc deuxième question, et c'est intéressant, tu vois, et c'est pas si simple, tu vois, à la porter. Moi, j'ai refusé le portable parce que, pour moi, personnellement, Alain Damasio, et je fais aucune leçon à quiconque là-dessus,
ça me ferme un rapport au monde. Voilà. Le simple fait d'avoir le portable là, de devoir regarder le machin, je ne suis pas présent aux gens, je ne suis pas présent au paysage dans le train, je ne suis pas présent à mes pensées, je suis à moitié présent aux choses. Et j'ai besoin d'être complètement présent aux choses pour que quelque chose se passe. Voilà. Donc moi, ça me ferme une forme de rapport au monde. Donc je préfère... Et en même temps, tu vois, ça pourrait m'ouvrir plein de choses. Tu vois, je pourrais appeler des copains, des machins. Tant pis, je me ferme une partie du truc, mais je m'ouvre quelque chose qui pour moi est plus important. Donc ça, c'est le deuxième truc. Ensuite, troisième truc, moi je dirais, troisième question, ce serait, est-ce que, et c'est corrélé encore, est-ce que ça me coupe, j'adore cette phrase de Nietzsche, l'homme actif est l'homme qui va au bout de ce qu'il peut, et l'homme réactif est l'homme qui est coupé de ce qu'il peut. Est-ce que ça me coupe de ce que je peux, mais surtout, est-ce que ça me délie, est-ce que ça coupe les liens, tu vois, et je crois que dans la schizophrénie technologique aujourd'hui, il y a un effet de segmentation très fort, on est fragmenté en énormément de petits mouvements technologiques, de petites sollicitations qui fragmentent complètement l'attention, qui fragmentent complètement la présence au monde et qui ne me permettent pas de me lier à l'intérieur. Et ce lien intérieur, Benassag en parle vachement bien, il dit c'est pas tout d'être lié au monde et d'être lié aux autres, il faut être lié à soi-même, tu vois. Et donc poser la question, est-ce que ça me permet de mieux me lier à moi-même ou pas? Déjà ces trois questions, c'est super important. Après, le quatrième truc, c'est on ouvre le capot. C'est-à-dire dès qu'on peut, on apprend à se servir. Une imprimante 3D, on apprend à s'en servir, on apprend à se servir de l'informatique. Quand on parle du contrôle, par exemple, des technologies, de dire tu vas sur contrôle-tes-données.net, tu apprends à utiliser Firefox, tu apprends à crypter tes mails, tu apprends à aller sur DuckDuckGo, parce que c'est un moteur de recherche qui est pas traçable, tu apprends des choses, tu vois, tu essayes d'utiliser, tu essayes de voir ce que tu peux faire. Voilà. Et là, tout d'un coup, la technologie, elle devient quelque chose de beau, parce qu'elle devient un outil qui me déploie moi, quoi, tu vois, qui m'aide moi à me déployer, tu vois. Donc il faut que la technologie m'outille, qu'elle ne me remplace pas, quoi. Sinon je reste un individu. Et après, moi je reste sur cette idée que l'homme a en lui absolument tout ce dont il a besoin pour une vie intense, pour une vie pleine, pour une vie féconde, pour une vie extrêmement riche. On a toutes les qualités, toutes les facultés. On a ce miracle dont parle Bergson, qui est que cette boule effectivement de neurones, avec ses 100 milliards de neurones et ses 10 000 synapses par neurone, cette boule-là, cette masse d'incertitude, comme dit Bergson, c'est le miracle de la matière, c'est la matière qui a créé quelque chose qui échappe à la matière. La matière a créé un truc qui est pourtant matériel, mais qui lui échappe complètement, parce qu'il est capable d'imprévisibilité, d'incertitude, de faire des choses intempestives, folles, nouvelles, créatives, et elle nous connecte à une forme de dehors. Et ça, cette espèce de conscience de ça, je vais te dire, t'élimines 3/4 des technologies parasites avec juste cette sensation-là, quoi, tu vois. En revenant en te recentrant sur ce que peut l'homme, et tu te dis, waouh, putain, mais quand même, on a une chance extraordinaire. Moi, j'ai toujours été sidéré par le fait d'être vivant, le don d'être vivant. Je trouve ça magique, absolument fou de pouvoir penser, réfléchir. Je trouve ça complètement dingue. Voilà, c'est de pouvoir éprouver. Je trouve ça absolument dingue. Regarder une toile, éprouver le vent sur ma peau, des choses absolument toutes simples. Et je suis très loin d'avoir été au bout de ça, d'avoir été au bout des facultés d'écoute, de contemplation. Donc moi, je dis accroître la surface sensible, accroître voilà ce que Spinoza appelait la capacité à être affecté. Voilà. Si un jour je suis affecté par quelque chose, je me dis putain, ma journée n'a pas été gâchée, quoi. Et très souvent, tu le vois dans le technococon, tu n'arrives plus à être affecté par quelque chose. Quand je dis affecté, c'est faire une rencontre. Et comme dit Deleuze, tu rencontres une heure de la journée, une forme de lumière, un rocher, tu rencontres un tableau, tu rencontres un film, tu rencontres un livre, tu rencontres une nouvelle personne. La rencontre, c'est quelque chose de très vaste, mais quand la rencontre a réellement lieu, tu deviens, dans ton petit volume intérieur, qui est relativement limité, il prend un petit décimètre cube de plus, tu es un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus vaste, un tout petit peu plus volumineux, parce qu'une rencontre vient d'avoir lieu et elle t'a agrandi de ce moment-là. Tu vois. Et ça, la techno peut servir à ça à certains moments, mais le plus souvent, elle ferme ce type, à mon sens, d'accroissement de soi. Voilà, et donc, voilà, quand elle m'aide à faire ça, je trouve que la techno est géniale. Par exemple, les technos de création musicale, les technos de création sonore. Moi, j'ai beaucoup fait de création radiophonique. C'est génial, ouais. Les technos qui permettent à n'importe qui maintenant de filmer pour très peu de trucs. Bah oui, ça accroît quelque chose en toi. Donc tout ça est fabuleux. Voilà, mais voilà, se poser les bonnes questions. Mais encore une fois, on est la génération noyée, puis on essaye de se jeter des petites planches et puis de se dresser dessus, hein, en espérant y voir un peu plus loin que la vague suivante, quoi. Voilà.